Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de parentalité en entreprise, car c'est un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur. Donc, je suis Arthur, je travaille chez Mocacare depuis le tout début de l'aventure en tant que Key Account Manager. Mon équipe accompagne nos clients au quotidien dans la mise en place de mesures favorisant le bien-être mental de leurs salariés à travers une application de contenu, des sessions individuelles chez un praticien qui sont financées par l'entreprise, mais aussi des sessions collectives de formation et de sensibilisation sur divers sujets liés à la santé mentale. Et évidemment, une de nos missions est justement d'accompagner la parentalité. Voilà, pour le côté perso, moi j'ai deux petites filles qui ont 3 ans et 1 an, donc j'ai pleinement vécu ce bouleversement de vie. Je parle de bouleversement car c'en est un, et notamment pour les femmes. D'ailleurs, d'après une récente étude de l'APEC, près de la moitié des femmes déplorent un retour difficile au travail et 70% des femmes considèrent que les entreprises ne mettent pas en place de réels aménagements pour favoriser justement ce retour au travail. Bref, vous l'aurez compris, c'est un enjeu qui est absolument capital pour les entreprises. Et du coup, aujourd'hui, pour en parler, je suis entouré d'experts reconnus du sujet que je vais laisser se présenter en 1 minute. Sophie, je te laisse la main. Oui, bien sûr. Merci Arthur. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je suis DRH. J'ai un parcours d'une 20aine d'années dans le secteur des services professionnels, dans des cabinets de conseil comme Bearing Point ou chez Deloitte, entre autres. Et bien évidemment, dans le cadre de cette fonction-là, j'ai été amenée à traiter le sujet de la parentalité à de multiples reprises. Et en complément de ça, et aussi et surtout, je suis une maman. J'ai à titre personnel 2 garçons qui sont aujourd'hui des jeunes adultes de 22 et 25 ans, mais que j'ai accompagnés, qui m'ont accompagnée finalement pendant toute ma carrière professionnelle. Et je suis aussi en fait en famille recomposée, donc au-delà de 2, en fait j'en ai eu 5, 3 garçons et 2 filles. Merci beaucoup Sophie. Judith, tu nous dis quelques mots sur toi? Oui, bonjour à toutes et tous et très heureuse d'être parmi vous. Moi, je suis Judith Aquien, je suis directrice de la rédaction de Décideur RH et je suis également cofondatrice du Parental Challenge, qui est une charte et un guide destiné aux DRH pour favoriser l'inclusion des parents. Et donc, c'est vraiment particulièrement le sujet du jour. Et autrice du livre 3 mois sous silence, le tabou de la condition des femmes en début de grossesse, qui a été publié chez Payot en 2021. Et donc, par voie de conséquence, 3 ans plus tard, j'ai une petite fille de 3 ans, puisque je vivais tout ça en écrivant mon livre. Génial. Merci beaucoup, Judith. Camille? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Camille Sepulcre. Alors, après avoir passé plus de 12 ans en entreprise, je me suis reconvertie il y a 8 ans au conseil conjugal et familial. Donc aujourd'hui, je suis thérapeute en libéral et depuis 4 ans, notamment avec Moka, je navigue un petit peu entre la sphère privée et la sphère professionnelle en accompagnant les personnes dans leur équilibre de vie et puis dans les difficultés relationnelles qu'ils peuvent rencontrer individuellement, en couple ou en tant que parents dans chacune de ces 2 sphères. Donc le sujet de la parentalité me tient particulièrement à cœur. Et puis à titre perso, je suis maman de 4 enfants qui ont entre 16 et 12 ans. Donc voilà. Wow. Ça a été intense à un moment, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Camille et Sophie, j'ai beaucoup de respect pour vous. 4 et 5 enfants, je suis très impressionné. En tout cas, merci beaucoup et à toutes pour ces présentations. Avant de démarrer, je parle là du coup à nos participants. Sachez qu'on va échanger pendant environ 45 minutes, 1 heure, et que vous pouvez interagir avec nous en nous posant des questions depuis le petit bouton questions en bas à droite. Donc, n'utilisez pas le chat si c'est vraiment une question. Utilisez bien le bouton questions comme ça et vous pouvez voter vous-même sur des questions. Comme ça, plus les questions sont votées, plus on va passer de temps à la fin sur ces questions. Je vous propose qu'on attaque. Donc aujourd'hui, dans une première partie, on va justement aborder en fait l'impact psychologique de la parentalité sur les salariés. Concrètement, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça fait. Puis dans une deuxième partie, on va voir en fait pourquoi les RH doivent se saisir de ces enjeux de parentalité au travail. Concrètement, quel est leur intérêt à le faire.
Et puis enfin, dans une troisième partie, on va voir en fait comment les RH peuvent-ils aller encore plus loin sur les enjeux de parentalité au travail pour prendre soin justement du bien-être mental de leurs collaborateurs. Donc, on attaque directement avec toi, Camille. Est-ce que tu peux nous dire justement l'impact psychologique des salariés aujourd'hui pour devenir parents? Oui, alors c'est sûr qu'il y a un vrai impact psychologique pour tous les salariés qui deviennent ou qui redeviennent parents. Mais c'est vrai qu'au premier enfant, on est vraiment dans le bouleversement personnel, on est dans une reprogrammation, c'est vraiment la fin d'une période de vie et on devient responsable d'une autre personne qui va être dépendante de soi. Donc pour certains, il y a une certaine sérénité à accomplir ce pourquoi ils sont faits, voilà. Mais pour d'autres, c'est énormément de questionnements, d'incertitudes et de peurs, bien sûr. On note aussi que pour certaines femmes, cela peut partir un petit peu dans la pathologie avec la question de la dépression postpartum. Et on considère, enfin l'INSEE a évalué qu'en 2023, il y avait à peu près 20% des salariés femmes qui étaient touchées par cette dépression postpartum et donc qui a forcément un impact au retour au travail. Donc voilà. Alors, ces nouvelles responsabilités, donc au-delà du bouleversement intrapsychique, on va dire, ça entraîne évidemment une charge mentale décuplée et une dilution des priorités, non pas en mode dissolution, mais plutôt tout à coup, il y a une priorité de plus qui est la priorité de la famille, de l'enfant, etc. Donc, pour ça, quelquefois, ça génère pas mal de culpabilité et je pense que c'est ça finalement le mot-clé de la plupart des salariés moi que je vais pouvoir rencontrer. C'est j'ai de la culpabilité à la fois envers l'entreprise et à la fois envers ma cellule familiale. Est-ce que je suis suffisamment présent à ma boîte? Est-ce que je suis suffisamment présent à ma famille? Donc il y a vraiment cette culpabilité et parfois une projection mentale finalement des attentes managériales qui fait que je suis un petit peu dans ma tête, entre guillemets, et j'ai beaucoup de stress lié à cette perception que peut-être je n'en fais pas assez. Voilà. Alors, pour ça, c'est vrai que parfois, on a certains parents qui, du coup, face à cette difficulté à assumer pleinement toutes leurs contraintes, ils vont parfois avoir des difficultés à maintenir une vraie transparence vis-à-vis de leur agenda, par exemple. Et on constate que dans les relations avec les managers, ça peut quelquefois se tendre parce qu'on n'arrive pas à se dire, en fait. C'est difficile de se dire parce qu'on a peur de dire qu'on a des contraintes, etc. Il y a aussi la question finalement parfois d'être partout et nulle part, qui parfois est difficile à vivre et qui paradoxalement peut être renforcée par la flexibilité liée au télétravail. Et là, il y a un petit warning pour moi qui est assez important, qui est que parfois, la compartimentation du temps, la compartimentation du lieu peut aussi être salvatrice parce qu'au moins, ça nous permet d'être 100% à ce qu'on fait dans chacun des espaces. Voilà. Je rencontre beaucoup de parents qui, grâce ou à cause, entre guillemets, de la flexibilité du télétravail, ont du mal à revenir dans la vie de l'équipe, ont du mal à se repositionner et donc se sentent un petit peu exclus. Voilà. Il y a aussi l'aspect social du travail qui est vraiment à prendre en compte. D'autant que ces parents peuvent être très fatigués, en manque de sommeil. Et c'est vrai que voilà, on peut assister à un certain retrait émotionnel de certains parents dans leurs équipes et voilà, avec leurs managers. Donc voilà, je crois que c'est un peu les deux points majeurs finalement. Voilà. Mais cette sensation-là d'être partout et nulle part, je pense qu'elle est assez unanime pour les jeunes parents. En tout cas, moi, ça fait particulièrement écho avec ce que je peux vivre. Et d'ailleurs, est-ce que du coup, ce sentiment, il est, dans un schéma de couple avec deux parents, est-ce que ça impacte autant le papa et la maman ou Oui, alors effectivement, d'un point de vue hormonal pur, on est surtout sur les mères, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les pères prennent vraiment leur place, avec dans beaucoup de couples à cœur d'être vraiment dans le 50-50, le partage des tâches, etc. Donc, je dirais que les pères sont également très investis. Donc, en termes de contraintes de temps, en termes de charge mentale, ils rentrent vraiment dans la danse là-dessus. Après, c'est vrai moi, j'ai une petite sensibilité aussi sur les pères qui parfois, quand leur conjointe est en difficulté, se retrouvent par ricochet en difficulté, en se sentant un peu impuissants, en se disant il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Voilà, ils sont parfois un peu démunis par rapport à ça. Okay. Et du coup, concrètement, quels sont en fait les risques psychologiques pour les salariés parents?
Bah oui, alors les risques psychologiques sont assez importants. Il y a le domaine de l'épuisement, le burn-out, la dépression postpartum ou un peu plus long terme, hein, voilà. On a des niveaux de stress qui sont quand même très importants et qui peuvent devenir chroniques. Et quand on est fatigué, quand on est très stressé, bah forcément, quelquefois, il y a une baisse de la performance. Voilà. Et ce que je constate aussi parfois, c'est un peu un baisser les bras de certains parents en se disant, bah, est-ce que l'entreprise, c'est un lieu pour moi? Est-ce que c'est voilà, c'est un doute sur le fait que il puisse être bien et serein dans l'entreprise, et parfois une petite sensation d'être un peu victime d'un système de rouleau compresseur où ils pourraient pas exister avec leurs nouvelles contraintes. Voilà, donc ça pour moi aussi c'est un warning assez important. Et puis sans compter que voilà, tous ces bouleversements ont quand même un impact très fort sur les relations du couple, sur les relations dans la famille, et que ça aussi, bah forcément en termes de, on n'est pas si compartimenté qu'on voudrait l'être, et donc ça a un impact aussi sur la vie pro, évidemment. Et Judith, il me semble que tu souhaitais élargir le débat aussi pour les personnes souhaitant devenir parents. Est-ce que tu as des choses à nous dire du coup? Oui, en fait, je pense que il faut vraiment penser les choses de manière très large et au-delà de ce à quoi on est habitué à penser, puisqu'il y a beaucoup d'impensés aussi dans la société et à tous les niveaux, au niveau médical, RH, sociétal. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre, parce que j'ai vécu une fausse couche qui n'était couverte par absolument rien, ni d'un point de vue médical, ni d'un point de vue sociétal, ni d'un point de vue RH. Puis j'ai vécu une grossesse qui, comme toute grossesse, commence par un début de grossesse et donc une mise en place hormonale qui donne lieu à énormément de difficultés, des vomissements, des nausées, de la narcolepsie, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont pas pensées au niveau sociétal, au niveau RH et au niveau médical. La grossesse n'existe aux yeux de la société et même aux yeux de la caisse primaire d'assurance maladie que à partir du moment où elle est estampillée valide, c'est-à-dire à la fin du premier trimestre, qui est celui qui est pourtant le plus difficile. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie et au niveau RH, il n'y a absolument rien qui est prévu. Il faut quand même avoir en tête que la préparation, le moment où on attend de devenir parent est long, également très difficile, potentiellement même très éprouvant. 10% des couples sont concernés par l'infertilité, c'est un chiffre qui augmente, et une PMA, pour quiconque l'a vécu, c'est quelque chose d'extraordinairement lourd et extraordinairement, j'allais dire, pardon, à défaut de trouver mes mots, demanding, c'est-à-dire que ça exige une présence sur place, ça exige de ne pas avoir de déplacement le jour où on doit pouvoir récolter, etc. Et donc en fait, ça demande une logistique et un jeu d'acrobate face à son employeur qui n'est pas nécessairement au courant et qu'on essaie de ne pas mettre au courant d'un désir d'enfant par peur de potentielle discrimination. 200 000 fausses couches par an, pareil. On ne veut pas en parler à l'employeur par peur des discriminations, mais pour autant rien n'est prévu. Rien n'était prévu jusqu'ici. Désormais, la loi a changé, mais elle est encore très perfectible pour lever les carences. Une fois de plus, je le disais, une fois que la grossesse est enclenchée, 85% des femmes subissent des nausées et des vomissements pendant 3 mois d'affilée. Il faut imaginer le niveau de déprime que ça représente et vraiment la difficulté physique pour travailler en même temps. 30 à 35% souffrent de narcolepsie ou d'hypersomnie, c'est-à-dire de moments où, de manière impossible à réfréner, elles doivent dormir et la plupart du temps elles le font dans les toilettes du bureau. Donc en fait il y a par voie de conséquence évidemment avec tout ça et aussi toutes les choses qu'on doit arrêter de faire, y compris dans des pratiques qui peuvent être certes très toxiques mais pour autant aidantes. 10 à 16% des femmes sont diagnostiquées dépressives, y compris quand elles ont mis tout leur cœur à obtenir un test de grossesse positif. Donc il y a un point qui est vraiment important, c'est de réfléchir à tout ça.
de réfléchir aussi aux femmes qui ne veulent pas avoir de nouveau d'enfants et qui veulent avoir recours à l'IVG et qui ne sont couvertes aussi par rien au sein de l'entreprise, au sein des RH. Certes, le droit constitutionnel a désormais changé, mais pour autant, les accès sont toujours assez restreints. Et puis, je voulais juste compléter ce que disait Camille. Et on va y revenir un peu plus en détail de toute façon, hein, mais je voulais juste dire de faire bien attention à ne pas stigmatiser les femmes de retour de congé. C'est-à-dire que certes, oui, c'est très difficile, mais c'est très difficile aussi parce que l'inégalité de longueur, de durée des congés coparents et des congés maternité crée une charge mentale et un sacrifice forcé. C'est-à-dire que l'inégalité de la répartition des tâches, même avec tous les meilleurs efforts des nouveaux pères, etc., qui sont pas non plus si nombreux. C'est-à-dire qu'on les voit très bien et c'est formidable, mais il y a vraiment pas que ça non plus. Toutes ces inégalités de partage des demeure après le congé. Et ça fait un poids sur la carrière des femmes qui, elles, doivent aller chercher l'enfant, qui, elles, doivent faire les courses, qui, elles, doivent acheter des bodys, parce que les bodys, figurez-vous que ça ne pousse pas dans les arbres. Qui, elles, doivent acheter du liniment, des couches, etc. En fait, c'est vraiment des petites choses. Il y a eu cette étude fameuse de Doctolib qui montrait l'an dernier que 85% ou 89 peut-être des femmes prennent les rendez-vous pédiatriques de leur enfant, une progéniture commune, quoi. Donc c'est quand même un aveu finalement sociétal qu'il y a un problème et elles en payent les pots cassés au niveau de leur carrière. C'est elles qui renoncent à des promotions, qui renoncent à des progressions de carrière en se disant ce ne sera pas gérable. Et ça, pour le coup, les chiffres très officiels le montrent. À ce titre, je ne peux que conseiller le livre qui a été publié à la suite du mien chez Payot et qui s'appelle La reprise, le tabou de la condition des femmes en retour de congé maternité, écrit par Tinuan Femme, et vraiment je le conseille à tout le monde, c'est un livre important. Judith, je pense que tu as tout à fait raison. J'ai quand même malgré tout l'impression que la société aussi évolue sur ce partage homme-femme et là on est sur l'avènement d'une nouvelle génération qui est d'hommes qui sont beaucoup plus impliqués, qui partagent et non pas qui aident. J'aime bien faire la distinction entre j'aide pas ma femme et je partage la tâche du foyer et de l'éducation et de la parentalité. Donc, je pense il y a un mouvement qui est en train de se faire et qui va pour beaucoup plus de partage. Donc, le futur s'annonce meilleur et ça passe aussi et surtout par des mesures mises en place par les entreprises parce que ça reste un endroit particulièrement propice pour justement mettre en place énormément de mesures sur lesquelles on va revenir juste après. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. C'est hyper intéressant, je trouve, d'ouvrir le débat sur les couples qui aussi essayent d'être parents, car c'est une période qui peut vraiment s'avérer extrêmement compliquée et s'apparenter parfois à un vrai parcours du combattant. Donc pour résumer cette première partie sur les impacts de la parentalité, moi je me suis noté du coup qu'on voit que celle-ci peut avoir des impacts extrêmement forts. Donc on parle vraiment de burn-out, d'épuisement, de culpabilité, sentiment d'être partout, nulle part, etc., que ça peut toucher les femmes, mais aussi les hommes, et que ça peut finalement mettre en péril du coup le couple et les relations sociales. Donc on comprend finalement que c'est un enjeu extrêmement fort pour notre société. Et maintenant, dans une deuxième partie, moi je vous propose qu'on essaie de comprendre pourquoi les entreprises et les RH en fait doivent se saisir de cet enjeu et en fait concrètement quels intérêts en fait ils ont à le faire. Donc Judith, pourquoi finalement pour toi la parentalité doit-elle faire partie des politiques RH ? Eh ben, en fait, sans transition par rapport à ce que je viens de dire, parce que je me suis créé ma propre transition. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, de manière très précise, un quart des femmes ont déjà refusé une promotion professionnelle en raison des problèmes d'organisation et de garde d'enfants. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Il faut aussi prendre en compte que les femmes sont la plupart du temps, de manière assez écrasante, les aidantes. Donc, elles peuvent être en sandwich entre un enfant en bas âge et une aidance auprès d'un parent qui vieillit.
49% des mères déclarent que la naissance de leur premier enfant a eu une ou plusieurs incidences sur leur emploi, 66% à partir du deuxième, et c'est seulement 14% des pères, quel que soit le nombre d'enfants. Ça, c'est un chiffre très officiel du CEREC en 2021. Bon, par ailleurs, les discriminations faites aux femmes continuent sur les questions de maternité. 80% ont reçu des remarques où on en était témoin. Une femme sur 4 a vécu une discrimination ou un harcèlement au travail à cause de sa grossesse ou de sa maternité. Tout genre confondu, 66% des parents confient avoir des difficultés de conciliation vie pro-vie perso avec un enfant de 0 à 3 ans. Depuis la fin du Covid, on sait à quel point il y a un enjeu de rétention des talents sur les questions d'équilibre vie pro-vie perso. C'est un enjeu RH. C'est-à-dire que c'est un coût RH monstrueux. Je vais l'apprendre à personne s'il y a beaucoup de DRH qui nous écoutent là. C'est un enjeu énorme et vraiment, il faut avoir en tête que investir pour la parentalité, c'est investir non pas uniquement pour vos salariés concernés, et a priori il y en a pas mal puisqu'il y a quand même 80% des salariés qui sont parents, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont concernés, et 100 € investis en politique parentale revient à 108 € de récupérer. C'est un ROI quand même de 8%, qui est énorme. Enfin, il faut en avoir conscience. C'est une énorme congrégation d'entreprises suisses qui avait fait cette étude, qui date de 2015 certes, mais bon, qui a priori n'obéit pas réellement à des changements post ou pré-Covid, et peut-être même que ça a encore évolué dans le sens d'un ROI meilleur. Donc voilà, il y a un enjeu d'inclusivité, de rétention des talents, évidemment de baisse de l'absentéisme, de turnover, mais on est aussi quand même, il faut avoir conscience qu'on est à l'ère de l'index Rixin, et on ne peut que s'en réjouir. Mais en fait, pour que les femmes continuent de progresser en carrière, il faut les y aider. Et les y aider, c'est pas uniquement mettre en place des politiques parentales qui les aident elles, mais c'est aussi équilibrer aussi avec les hommes. Et donc trouver des solutions pour que les hommes prennent leur part également de la charge au foyer et donc rentrent à la maison en temps et en heure pour le bain des enfants et que sais-je encore, et les devoirs de l'ado. Qu'il puisse être pleinement présent sans avoir l'impression d'être aux yeux d'une société encore très patriarcale des sous-hommes, et je mesure mes mots en disant ça. Voilà. Et je le mesure. Les études, pardon, je finis juste en 2 secondes, mais les études qui parlent de discrimination relative à la parentalité montrent que les hommes qui sont victimes de discrimination par les mots le sont parce que ils prendraient le rôle d'une femme, le rôle de leur femme. Ah, c'est pas ta femme qui fait ci, ah c'est pas ta femme qui fait ça, c'est plutôt quand même le rôle d'une femme de faire ça. Enfin, bref, donc il y a encore vraiment une forte ténacité de ces représentations contre lesquelles il faut pouvoir lutter aussi en tant que RH. Non, mais c'est sûr qu'il y a encore ce diktat patriarcal qui est présent, c'est une certitude, mais encore une fois, je pense que ça change. Moi, typiquement, à titre perso, je suis même assez fier de dire, bah ouais, moi je pars à 5h45 parce que je dois aller m'occuper de mes filles. Je me reconnecterai très très probablement après le coucher, etc. Mais malgré tout, je veux bien montrer que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je pense que, je me permets juste, Arthur, je pense que ça dépend aussi de l'environnement professionnel dans lequel on évolue, très clairement. Absolument, et on va en parler justement avec toi. Et avant de justement te passer la parole, Sophie, on a pas mal de questions justement. En fait, quelles sont concrètement les mesures qu'on doit prendre, qui sont posées là dans l'onglet questions. Et merci à tous de les poser. Sachez qu'on va vraiment approfondir dans la partie 3 de cet échange sur justement les mesures mises en place. Sophie, je te laisse la main. Selon toi, du coup, pourquoi les RH doivent se saisir de ces enjeux? Judith en a déjà parlé. Moi, c'est un sujet que j'ai en fait attaqué il y a relativement longtemps, puisque c'est à peu près il y a une quinzaine d'années. On n'avait pas tous ces chiffres, mais c'est venu sur la table clairement au travers du prisme de l'enjeu de la mixité, et de se dire mais comment est-ce qu'on arrive à retenir nos talents féminins
dans l'entreprise. Moi, j'étais confrontée en fait à beaucoup de consultantes qui me disaient mais de toute façon, j'aime bien mon métier, mais c'est sûr, lorsque je vais vouloir être maman, je vais partir. Avec finalement cette a priori de se dire je ne vais jamais réussir à gérer mon équilibre, ma volonté de concilier ma vie avec mes enfants, avec mon couple et ma vie professionnelle. Et donc voilà, c'est vraiment parti de là. Et pour nous, en tant qu'entreprise, ça représentait un gros challenge, hein, un challenge à la fois bien sûr en termes de il y a une concurrence sur les talents. Comment est-ce que j'évite de passer à côté de 50% de mes talents potentiels? Et un deuxième challenge très concret, très financier, qui est que dans les environnements dans lesquels j'évolue, on investit beaucoup en formation les premières années. Et donc, finalement, le retour sur investissement par rapport à ces formations se fait au bout de 4-5 ans. Au moment où les femmes, puisque nous on embauche beaucoup de jeunes, donc au moment où les femmes commencent à se poser la question de la maternité. Donc on avait un enjeu critique finalement à se dire comment on retient davantage ces femmes-là. Donc ça c'est le premier enjeu qui me vient à l'esprit. Le deuxième enjeu qui a été aussi évoqué en partie par Judith, c'est la question de l'équilibre pro-perso. Et donc de l'impact que ça a, c'est-à-dire que si on arrive à alléger en partie la charge mentale, à se dire mon entreprise sait prendre en compte cet élément-là, et donc je vais pas avoir besoin de me cacher parce que j'ai besoin d'aller effectivement chez le médecin, accompagner mon enfant chez le médecin ou autre, ça va libérer, ça va réduire en fait le niveau de stress, cette charge mentale, et donc ça a clairement un impact sur l'efficacité professionnelle, sur le fait qu'on va être beaucoup plus productif parce que on sait qu'on a un temps pour tout et que c'est accepté dans l'entreprise. Donc ça, je pense que c'est le deuxième enjeu majeur. Le troisième enjeu, je pense qu'il existe, il n'est pas lié qu'à ça bien sûr, mais c'est celui de l'attractivité. Je pense que bien sûr, on va probablement, en tout cas dans mes environnements, on va pas venir uniquement parce qu'il y a des mesures autour de la parentalité. En revanche, ça véhicule clairement l'image que l'entreprise prend soin en fait de ses collaborateurs et que s'il y a des mesures en lien avec la parentalité, il y a probablement des mesures en lien avec d'autres sujets qui ont trait là aussi à l'équilibre de vie, à la volonté de prendre entre guillemets soin des collaborateurs, et ce sont des éléments dont on sait que voilà, les candidats sont de plus en plus intéressés, vigilants à ces aspects-là, et donc qui attirent à mon avis davantage et servent clairement la marque employeur. Génial. Et du coup, tu as eu quoi comme impact justement sur ce que tu as pu mettre en place? Ouais. Alors, cette question, elle n'est pas simple. Et je pense que souvent, quand on en RH, quand on est en train de dire, allez, il faut mesurer de façon concrète, on est là, ouf, c'est pas toujours facile. Et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choses à voir. On peut bien sûr déjà mesurer l'impact des mesures, des dispositifs que l'on a mis en place. Et donc là, nous, ça passait tout simplement par des questionnaires de satisfaction, une volonté d'amélioration continue pour savoir si on répondait clairement aux besoins des collaborateurs. Et ce qui est sûr, c'est que dans les mesures prises, on a vu ce retour et cette satisfaction accrue. Après, de là à dire de façon ultra précise, oui, ça a eu un impact sur ma rétention, ça a eu un impact sur mon niveau de satisfaction et c'est lié exclusivement à ces mesures de parentalité, je vais être très honnête, je n'étais pas outillée pour ça et je ne sais même pas si aujourd'hui, même en mettant en place des KPIs très précis, on pourra isoler le facteur par mesures liées à la parentalité. Ça fait partie, en revanche, d'un ensemble de dispositifs. Et moi, ce sur quoi je peux témoigner, c'est que finalement, j'ai vu, via des enquêtes annuelles, les résultats progresser sur des sujets comme le well-being, comme la satisfaction d'être dans l'entreprise, l'envie de recommander l'entreprise à son réseau. Je pense que ça, ce sont des éléments qui montrent en tout cas que la personne se sent bien. J'ai également pu constater une amélioration assez significative de la part des femmes,
tout simplement dans les effectifs. Et souvenez-vous, c'était carrément un des enjeux qui a généré la mise en place de cette politique de parentalité. Donc ça, c'est des choses que j'ai clairement vues progresser au fur et à mesure de la mise en place des dispositifs. Après, encore une fois, est-ce que c'est exclusivement lié à ces dispositifs? Je suis convaincue que non. C'est un ensemble, voilà. Mais ça y a contribué. Merci beaucoup. Je te rejoins complètement sur le fait de dire que ça doit faire partie d'un ensemble de mesures et pas seulement juste des mesures isolées. Il faut vraiment que ça fasse partie d'un ensemble. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes les deux. Judith, les chiffres que tu nous as partagés sont hyper révélateurs et montrent bien à quel point c'est un enjeu qui est capital pour l'entreprise, car en fait, l'immense majorité des parents sont en fait vraiment concernés. Et puis avec toi, Sophie, on a pu voir que la mise en place de politiques dédiées peuvent avoir des impacts positifs sur l'attractivité, sur l'engagement, la performance, la rétention. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'étude dont tu as parlé, Judith, l'étude Migros, qui montre que 100 € investis en politique parentale rapportent 108. Donc, bref, on peut avoir vraiment, en plus d'améliorer finalement le quotidien des parents, on permet à l'entreprise d'avoir un retour sur investissement qui est positif. Donc voilà, ça montre que c'est aussi bénéfique pour l'entreprise d'un point de vue business, quoi. Totalement. Je rebondis là-dessus, mais effectivement, en fait, il faut avoir conscience en tant que DRH ou dirigeante d'entreprise, que être là à un moment aussi crucial, aussi existentiel que celui où on devient parent, ou celui où on traverse un deuil, une maladie, enfin voilà, des moments hyper existentiels de cet ordre. En fait, être là crée un lien et un rapport à son employeur qui est hors du commun. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se donne à fond. Donc effectivement, la productivité peut être décuplée même. C'est-à-dire même en un peu moins de temps par jour, on peut faire de l'or avec tout ça. En revanche, quand on n'est pas là, ça peut créer vraiment un risque. Bon, déjà un risque psychosocial énorme, mais aussi un découragement, une perte de productivité, quelque chose qui concourt finalement à s'exclure au fur et à mesure de l'entreprise et à ne plus travailler en sa faveur parce que elle n'a pas été là. Donc il y a vraiment un point qui est effectivement assez crucial là-dessus. Ouais, complètement. Non, complètement. Je pense que c'est hyper important ce que tu dis, d'autant que en plus quand on sait que quelqu'un est dans une position difficile au sein de l'entreprise, il y a une contagion émotionnelle qui se fait à travers les équipes, qui de fait impacte non pas seulement la personne en particulier, mais peut en plus impacter d'autres personnes. Ce qui fait qu'en fait, le sujet, il est finalement très large et vraiment grave. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe à la troisième partie où on va voir vraiment concrètement ce que les RH peuvent mettre en place pour prendre soin du bien-être mental des parents. Donc question pour toi, Judith. Est-ce que déjà tu peux rentrer rapidement en détail sur les initiatives incluses dans le Parental Challenge que les entreprises du coup peuvent mettre en place? Oui, alors donc le Parental Challenge, la charte a été pensée pour que toute entreprise, quelle que soit sa taille, c'est-à-dire de la mini TPE qui ouvre à la start-up, au grand groupe, puisse signer. Donc c'est une charte qui demande assez peu de moyens financiers, en revanche qui demande pas mal de moyens culturels. Je vais m'expliquer. En fait, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens, il y a des chiffres, une fois de plus sur la base d'études, que plus de 50% des salariés, je crois 66%, donc on peut même y inclure potentiellement les DRH et les dirigeants et dirigeantes, ne connaissent pas leurs droits. Donc la première chose, qui est un vrai renversement culturel, c'est d'être proactif en expliquant leurs droits point par point aux salariés, ce qui inclut
dans la convention collective, ce qui est inclus dans les textes et les accords propres à l'entreprise, et donc d'y aller de manière franche et transparente. Rien ne va sans dire. Le fait de savoir qu'on a des droits relatifs à la question parentale, de savoir que on va avoir, je sais pas, au moment du congé, une subrogation, c'est-à-dire que la part de la sécurité sociale sera prise en charge par l'entreprise, qu'il y a X jours enfants malades par salarié, qu'il y a X et Y choses qui sont prévues et quelles peuvent en être les conséquences ou pas. Je prends un exemple tout bête, mais mon compagnon travaille dans un très grand groupe et il a des jours enfants malades, et donc il a un document qui lui recense tous ses droits, mais il n'a jamais pris de jours enfants malades parce que il ne sait pas quelles peuvent en être les conséquences sur son intéressement. Et donc, en fait, il faut aller au bout de l'information parce que on ne sait pas la conséquence de la prise de droit. Et donc aller au bout, ça demande un exercice d'empathie, en fait, de réflexion, sans doute de co-travail, etc. C'est pas nécessairement un coût élevé financier, mais en revanche c'est un coût culturel, d'écoute et d'intérêt pour ce qui se passe réellement dans la vie et dans la tête des salariés. Un truc tout bête, bah voilà, enfin c'est appliquer la loi. En fait, on se rend compte que beaucoup de gens n'appliquent pas la loi. Et donc, enfin, il y a encore énormément de discrimination, c'en est la preuve. Donc, appliquer la loi. Encore faut-il la connaître. Souvent, c'est pas par mauvaise volonté, c'est juste que les employeurs ne connaissent pas forcément la loi, et donc il y a déjà un objectif de conformité par rapport aux lois sur la parentalité, quoi. Exactement, et je vous incite à télécharger gratuitement le guide Parental Challenge, hein, qui rappelle toutes les lois relatives à toutes les étapes de la parentalité, depuis le désir d'enfant jusqu'au moment où ils sont là. Il y a certainement plein de trous dans la raquette, mais enfin on a quand même pas mal bossé. Tout ça est totalement gratuit et bénévole. Donc j'incite vraiment à regarder, puisque dans le guide il y a à la fois les rappels des lois, les rappels des enjeux en fait dont il faut mesurer la portée. Il y a quelques bonnes pratiques qui sont également mises en évidence dans des benchmarks, mais aussi des actions à mener. Et tu peux nous donner justement les on va dire tes 3-4 mesures phares que tu pourrais donner en fait, toutes les mesures se complètent les unes les autres. On a 12 mesures. Donc, en gros, il y a de lever les conditions d'ancienneté et donc de mettre tous les salariés confirmés en CDI en mesure de pouvoir bénéficier de tout ce qui a été mis en place par rapport à la parentalité, un meilleur accompagnement des congés longs. Donc ça demande diverses choses, ne jamais solliciter un ou une salariée en congé. On va quand même se rendre à l'évidence, c'est plutôt un salarié. Les employeurs n'hésitent pas trop à interrompre un homme qui est en congé paternité parce que ça compte moins dans leur esprit. Et donc pour passer une tête à un Teams, jeter un coup d'œil à un PowerPoint, etc. Alors que c'est un moment qui doit être sacralisé. Prévoir des vrais re-onboarding, donc remettre complètement sur selle les mères notamment qui rentrent de congés longs, et pouvoir leur rappeler quels sont les outils, comment on les utilise, s'il y a eu des évolutions dans l'équipe aussi, etc., dans les missions de l'entreprise, dans ses objectifs, etc. Protéger toujours la confidentialité des employés. On en revient à cette question de congés PMA, de congés qui sont inscrits dans la loi. Hein. Il y a beaucoup de droits qui existent, mais qui sont incomplets parce que comment on y accède? Ok, j'ai mes rendez-vous PMA et c'est écrit dans le droit depuis quelques années que j'ai le droit de les faire sur mon temps de travail et que ce sera rémunéré. Mais pardon, mais comment je dis excusez-moi, j'ai rendez-vous PMA à un employeur dont je ne sais pas encore s'il est tolérant ou pas. Donc il faut pouvoir créer des process
qui assure la confidentialité, potentiellement en mettant le médecin du travail dans la boucle, potentiellement en travaillant sur un SIRH qui est vraiment particulièrement bien câblé sur ces questions-là pour vraiment respecter la confidentialité des salariés. Même chose pour les congés fausses couches, etc. Donc les congés fausses couches qui font partie également de la charte du Parental Challenge, qui a donné lieu à l'évolution de la loi, et j'en suis extrêmement heureuse et fière. Dans la charte du Parental Challenge, cet arrêt de 3 jours s'applique aussi bien aux mères biologiques qu'aux second parents, et évidemment doit être 100% rémunéré. Judith, voilà. tu vois d'autres initiatives pour aller encore un peu plus loin, en fait? En fait, déjà, si on s'attache à ces bases-là, c'est-à-dire que on peut, en fait, on a travaillé ça en se disant, comme la base n'est pas vraiment acquise, déjà, si les gens, enfin, dans la charte, il y a s'assurer que tous les managers aient lu le guide du Parental Challenge ou un équivalent. C'est tout bête, hein, mais en fait, si tous les managers sont au courant de la loi, et pas uniquement le ou la DRH, seul détenteur du savoir. En fait, il faut que tout ça s'infuse dans les pratiques de l'entreprise, et donc que les managers soient sensibilisés, comprennent les implications que ça peut avoir, comprennent. J'ai vu qu'il y avait une question sur les managers non parents dans le chat. Typiquement, c'est vrai qu'avant d'être parent, on n'a absolument pas conscience de ce que ça veut dire. On est assez biberonné à une manière un peu misogyne de penser la parentalité, à se dire ouais, bah ça va, c'est bon, hein, elle en fait un peu des caisses là avec ses histoires de parents. Bah ouais, mais en fait c'est énorme. Donc si on n'en prend pas la mesure, si on n'a pas des chiffres, si on n'a pas les lois aussi qui existent, enfin s'il y a des lois, c'est quand même pas pour rien, c'est parce que c'est important. C'est déjà beaucoup en fait. Donc déjà pouvoir sensibiliser les managers en leur rappelant la réalité, les lois, etc. C'est déjà pas mal. C'est d'ailleurs effectivement d'ailleurs une question là sur la formation et la sensibilisation des managers. On va y revenir, je pense, dans la partie questions-réponses. Sophie, Judith, je suis désolé, le temps file et j'aimerais vraiment qu'on puisse entendre ce qu'a pu mettre en place Sophie et aussi Camille. Sophie, est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu as pu mettre en place concrètement? Oui, bien sûr. Alors, il y a des choses que Judith a évoquées, que j'ai pu mettre en place. Mais j'ai envie de dire qu'au préalable, je pense que ce qui est indispensable d'avoir en tête, c'est qu'il faut solliciter les collaborateurs. Ça me paraît vraiment nécessaire de leur demander en fait ce dont ils ont besoin. Et typiquement, moi, dans les approches qu'on a pu avoir, quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là, on avait sollicité en fait toutes les femmes qui avaient été en congé maternité dans les 2 ans précédents, pour comprendre ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et là où il fallait qu'on mette un coup d'accélérateur. Et je pense que ça, c'est une bonne pratique. C'est vraiment quelque chose à intégrer dans la démarche. Alors après, en termes de mesures, nous, on avait des mesures qui étaient liées à la gestion du temps, puisque c'était vraiment justement un des sujets qui remontait, pour finalement faciliter cet équilibre pro-perso et faire disparaître cette image de toute façon, quand je serai mère, je ne pourrai pas rester là parce que je n'aurai pas le temps de gérer mes enfants. Et donc, de façon concrète, on a facilité le télétravail. Alors, c'était bien avant l'heure du télétravail généralisé, mais de se dire, ben voilà, quand on est enceinte, par exemple, on préfère vraiment permettre aux collaboratrices d'être en télétravail plutôt que de faire des allers-retours en permanence, d'être fatiguées et de se mettre en arrêt. Ça, c'était une première mesure. On avait facilité aussi, après le congé maternité, des jours off complémentaires, notamment au moment de la reprise. Alors, ça prend différentes formes selon les entreprises, mais c'était de se dire, finalement, soit on prolonge un peu le congé maternité, ou alors on permet une reprise en douceur, c'est-à-dire en disant ok, vous venez 4 jours par semaine et c'est payé 100%, ou vous mettez votre enfant à la crèche et dans ces cas-là, on vous offre des demi-journées par-ci par-là parce qu'il y a le temps d'adaptation et c'est bien de pouvoir être proche de la crèche à ce moment-là.
On avait également, bien sûr, alors là c'est par rapport au papa, concernant le congé paternité. Pour le coup, on s'était dit, on ne met pas de conditions d'ancienneté, on maintient le salaire à 100% pour inviter les pères à pouvoir prendre pleinement ces congés paternité. Voilà quelques exemples hein, sur des mesures en lien avec la gestion du temps. Un autre dispositif qui avait assez bien fonctionné, pas pour les enfants en bas âge, en réalité plus pour des enfants un peu plus grands. Dans ma population, ce sont des personnes qui sont en forfait jour, donc qui sont complètement autonomes dans la gestion de leur temps. Et donc, on leur avait permis de prendre des forfaits jours réduits, donc un équivalent temps partiel, mais focalisé sur les vacances scolaires. En leur disant finalement, vous avez peut-être cet enjeu, vos enfants sont plus en crèche, votre nounou, il faut aussi lui donner des congés, a envie de passer plus de temps avec vos enfants pendant qu'ils sont en vacances. Et donc, c'était un 92% ou un 95% en fonction des appétences, mais en disant, vous prenez ces jours-là pendant les vacances scolaires, avec un salaire en revanche qui était complètement lissé sur l'année. Et voilà, ça c'est des dispositifs qui ont bien fonctionné. Okay. Autre type d'accompagnement, alors je vais en évoquer un qui est pas lié uniquement hein, à la parentalité, mais qui d'ailleurs s'applique à tous les collaborateurs, c'est des mutuelles avantageuses. Avoir une mutuelle offre famille où il n'y a pas de surcoût pour les parents, ça c'est quelque chose évidemment qui est souvent apprécié. Alors la mesure phare qui est souvent évoquée, c'est la garde d'enfants. Et donc la mise en place bien sûr de dispositifs avec des places en crèche. Alors moi je suis passée par différents réseaux. Ces réseaux ont enrichi de plus en plus leur offre hein, et donc proposent souvent à la fois des places régulières, mais aussi, et ça peut être très utile, des places ponctuelles. On a un problème avec son mode de garde habituel et on peut bénéficier de places ponctuelles en crèche. Et ça, typiquement, c'était des choses qui sont particulièrement appréciées des collaborateurs. Moi, ce que j'ai pu mettre en place, c'est des ateliers. Oui, pardon, Marc. En fait, le temps file et donc j'aimerais juste encore une question. On va parler en question-réponse peut-être. Ouais, exactement. Juste évoquer les deux dernières thématiques auxquelles j'avais pensé. Oui. Et bien sûr, c'est tout ce qui est relatif à l'information et la communication. Que ce soit au moment de l'onboarding, par exemple, même sans rentrer trop dans le détail, mais dire qu'on a une vraie politique autour de la parentalité, mettre à disposition un guide de la parentalité, c'est ce qu'évoquait Judith, voilà, pour vraiment dire clairement quels sont les dispositifs que l'on a et quels sont aussi les droits, tout simplement, des salariés. Je pense que c'est voilà, important. Sensibiliser le management, je l'ai entendu tout à l'heure, et oui, ça c'est des choses qu'on a pu faire de façon générale, mais aussi de façon individuelle quand finalement la situation se présente de façon concrète, parce que c'est pas toujours une mauvaise volonté du manager, mais même si on en a parlé, il s'en souvient pas, et donc c'est lui rappeler ce à quoi la personne a droit, et l'inviter à voilà, bienveillance par rapport à cette grossesse par exemple. Ouais. Et moi je rajoutais sensibiliser la RH. Parce que c'est important que la RH sache ce qu'elle a à dire et le guide parentalité peut être d'ailleurs vraiment un moyen. Et l'inviter aussi à traiter ce moment-là pas comme un moment lambda en fait. Moi, j'ai pu voir de temps en temps des mails, mais vraiment très, très administratifs, où on disait, bon voilà, vous allez partir à telle date en congé maternité, puis vous reviendrez à telle date, sans y mettre, j'ai envie de dire, le ton. Montrer que c'est quelque chose dont on se réjouit collectivement, qu'on va prendre le soin d'accompagner tous ensemble. Et je pense que ça, c'est pas grand-chose, hein, c'est des toutes petites mesures, mais qui montrent tout de suite si on prend en compte ou pas ce type de... Mais justement Sophie, là tu es en train d'aborder aussi comment on peut accompagner les RH, etc. J'aimerais avoir ton point de vue, Camille, là-dessus, sur, tu vois, au-delà des initiatives que Judith a montrées et aussi Sophie. En fait, quelles sont les initiatives santé mentale que toi, tu as pu voir via MOCA, mais aussi d'un point de vue en libéral, que les entreprises peuvent mettre en place?
Oui, alors en fait, moi, ce qui me marque beaucoup et j'adore toutes ces idées de vraiment avoir, déjà faire appliquer la loi, être transparent sur le cadre et vraiment être à l'écoute aussi. Et Sophie, merci pour ça, de prendre en considération les besoins des salariés. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus le salarié, on va lui demander de quoi il a besoin, plus il va réfléchir à de quoi il a besoin et donc il va y avoir un match. Et en fait, selon ce dont je me rends compte moi vraiment dans l'accompagnement des personnes, c'est que un peu comme Judith, tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le cadre et moi en tant que salarié, est-ce que j'ose rentrer dans le cadre ou pas? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon image? Est-ce que ça va avoir un impact sur ma performance? Est-ce que ça va avoir un impact sur ma productivité? Et donc, j'ai une petite hésitation, en fait, en tant que salarié, à vraiment m'emparer de tout ce qui est à ma disposition. Et je me rends compte aussi, moi, dans les accompagnements que je peux avoir avec les différents salariés d'entreprise, c'est que globalement, là où c'est le plus tendu, c'est dans la relation directe avec le manager. Pourquoi? Parce que le manager, il se sent un peu en insécurité. Il se sent en insécurité parce qu'à tout moment, la personne peut partir, parce qu'à tout moment… Et en fait, du coup, il y a vraiment un climat un peu tendu d'insécurité des deux parts. Donc, finalement, ce dont on se rend compte, et là où c'est le plus vertueux dans les entreprises, c'est justement quand la parole circule autour de ça, quand on peut avoir une discussion entre le manager et le manager vraiment à cœur ouvert en disant, en fait, je suis pas là pour te mettre en insécurité, c'est juste que j'ai telle et telle contrainte. Généralement, ça se passe vraiment beaucoup mieux et ça permet d'apaiser tout le monde et voilà. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'avoir aussi le manager direct dans toutes ces discussions pour que voilà, la parole circule avec plus de sérénité. Ouais. Merci beaucoup Camille. Alors il nous reste moins de 10 minutes. Je propose qu'on prenne les questions qui ont été les plus votées. Donc on a la question d'Agathe qui nous dit dans le cadre de mise en place d'une politique de parentalité dans une entreprise, comment assurer une équité entre un salarié parent et non parent? Peut-être Sophie, tu veux répondre rapidement qu'on puisse faire aussi les autres questions? Oui, bien sûr. Je pense que c'est tout simplement, alors moi je vais pas parler d'équité à cet instant là, mais c'est de penser à différents types de dispositifs qui vont pouvoir répondre à différents types de collaborateurs. Spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui va être, par exemple, lié au sport, qui est quelque chose qui va concerner l'ensemble des collaborateurs, et c'est de se dire, finalement, voilà, il faut arriver à mettre en place des mesures qui vont concerner les parents. Et je vais y venir un instant, et des mesures qui vont concerner d'autres personnes qui ne sont pas parents. Et dans les parents, on peut aussi avoir une approche assez inclusive et large, parce que on peut parler bien sûr des parents, et c'est souvent, on pense à ça, c'est les parents en fait de nourrissons, 0, 3 ans, etc. Mais il y a aussi les parents d'ados, il y a les parents d'enfants handicapés, et puis aussi il y a les salariés aidants, c'est-à-dire ceux qui aident leurs propres parents. Et je pense que avoir une approche qui soit inclusive et qui permette de réfléchir à ces différents collectif de salariés permet déjà de véhiculer une image positive et d'avoir un retour positif de l'ensemble de la collectivité. Oui, je peux juste ajouter deux mots. Je pense qu'en fait, quand il y a je suis complètement d'accord avec toi, Sophie, mais au-delà de ça, je dirais que quand des dispositions ont été prises pour inclure la question parentale et donc des questions d'égalité de genre, on va pas se mentir, au sein de l'entreprise, en fait, ça bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie à tout le monde parce que tout le monde n'a pas envie, y compris les non-parents, de rester jusqu'à 21h par pur présentéisme pour montrer que ils travaillent, alors que on peut tout à fait travailler jusqu'à 18h. Ça permet d'assurer un équilibre vie pro vie perso bien meilleur. Le jour où effectivement on devient aidant, y compris sans avoir eu d'enfant, et a priori, si les choses ont été enclenchées du côté de la parentalité, ces choses-là le seront également du côté de l'aidance. Bref, en vérité, ça donne à penser davantage les questions de santé physique et mentale
des salariés et ça profite aussi aux non-parents. Bref, enfin à tous les niveaux, il y a quand même de fortes chances pour que ça profite à tout le monde. Et donc c'est de toute façon une bonne chose. Merci. On a une question de Caroline qui nous dit comment sensibiliser des managers et dirigeants au sujet lorsqu'ils n'ont, eux, pas d'enfants. Je pense que ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Alors là-dessus, nous, Moka, on accompagne justement les entreprises, notamment avec on a une conférence justement sur le sujet de la parentalité, mais qui ne s'adresse pas uniquement aux parents ou aux jeunes parents ou aux parents en devenir, mais qui s'adresse vraiment à toute l'entreprise pour montrer à quel point c'est un bouleversement de vie pour les parents, mais c'est aussi un enjeu pour les non-parents de mieux comprendre ce qui se passe et ce qui est en train de se passer chez les personnes qui sont parents. Mais c'est aussi faire comprendre aux parents que ils ont aussi un devoir de ne pas remettre le travail sur les non-parents, etc., parce qu'ils sont parents. C'est aussi très important de voir cet aspect-là. Et donc, on a justement cette conférence qui s'adresse vraiment à toute l'entreprise sur le sujet de la parentalité, qui est du coup une très bonne première étape dans la sensibilisation justement à la parentalité. Donc ça, c'était juste en préambule. Et après, je vous laisse réagir. Peut-être Camille, toi, sur la partie plus du coup accompagnement. Oui, oui, encore une fois, moi je pense que tout c'est. Alors quand il y a organisé des groupes de parole, etc. Voilà, moi je note souvent que effectivement, en termes de contraintes horaires, etc. C'est plus difficile quand on est non-parent de dire faut que je parte à 18h, faut que je. Enfin voilà, et il y a quelquefois un petit peu effectivement, surtout pour ceux qui souhaiteraient être parents, et donc il y a quelque chose qui est parfois un petit peu difficile à vivre, Donc, pour moi, c'est encore et toujours la question de faire circuler la parole sur ce sujet pour que chacun puisse prendre sa part, en fait. Il y a beaucoup de salariés parents qui, par exemple, vont partir un petit peu plus tôt et vont se remettre à travailler. Alors, j'ai un petit bémol un tout petit peu avec ça aussi en me disant, bon, moi, je croise beaucoup de personnes un peu épuisées et qui vont être parties un quart d'heure avant l'heure habituelle et qui finalement vont travailler toute la soirée. Donc, il y a aussi quelque chose qui est du domaine de la compensation peut-être un petit peu exagéré, voilà, donc et qui fatigue énormément. Donc voilà, encore et toujours, pour moi, c'est échanger entre les parents, les non-parents, et que chacun puisse en fait comprendre les contraintes de l'autre. Voilà. Ouais. Sophie, il me semble que tu souhaitais aussi aborder l'importance du top management et je pense que ça a beaucoup d'importance, notamment sur la formation des managers. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Oui, oui, c'est sûr que j'ai envie de dire c'est la base de tout. C'est-à-dire que, mais c'est pas que pour ce projet-là, c'est globalement pour beaucoup de projets. Si on n'a pas le sponsorship du top management, autant dire qu'on va arriver à mettre une mesure par-ci, une mesure par-là, mais qu'il n'y aura pas vraiment de cohérence, il n'y aura pas une politique structurée qui vise un objectif précis. Et puis surtout, cette incohérence, elle va dégouliner entre guillemets sur la strate managériale, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des comportements alignés en fonction tout simplement du management, de la sensibilité de chacun. Et il faut que ça vienne du haut, montrer que c'est extrêmement important, que ça fait partie des objectifs de l'entreprise pour qu'on ait une probabilité, j'ai envie de dire, d'avoir une politique qui soit efficace et pertinente. Ça, c'est évident. Après, pour répondre à la question de comment on arrive à sensibiliser, oui, je suis d'accord sur le fait qu'il faut arriver à faire parler parents, non-parents, et puis à un moment, il faut essayer de s'appuyer sur de la data. Alors, c'est pas toujours simple, mais on peut quand même arriver à collecter un peu de data, ou en tout cas mettre en place des choses qui vont permettre d'en avoir, que ce soit via des entretiens de départ, que ce soit en essayant d'analyser un peu le taux d'absentéisme, et en allant discuter aussi, tout simplement. Je pense collecter des verbatims. Alors, c'est peut-être pas de la data chiffrée, mais en tout cas, ça permet d'avoir ces retours-là. Ça peut aider à convaincre. Et puis, on a maintenant, je trouve, quand même avec beaucoup d'études, énormément de chiffres qui montrent l'impact, et ça a été présenté en début de conférence, là, l'impact de l'absence de prise en compte de la parentalité dans l'entreprise. Ouais, complètement.
Merci beaucoup à toutes les trois. Il nous reste 1 minute pour conclure. J'ai l'impression qu'on a déjà beaucoup de mesures vraiment concrètes à tenter de mettre en place. Sachez qu'en plus, on va vous envoyer à tous les participants qui sont là, on va vous envoyer du coup le replay et aussi un guide de la parentalité qu'on a construit chez Moka. Et puis, pour prolonger ce que tu disais, Camille, nous, chez Moka, en fait, on accompagne beaucoup d'entreprises sur ces sujets, notamment avec des sessions individuelles supplémentaires qui peuvent être accordés aux futurs parents, des groupes de parole pour les parents, mais pas seulement, aussi pour d'autres personnes de l'entreprise, des conférences, j'en ai déjà parlé, et voilà. Et tout ça fait en sorte que, en plus des mesures mises en place par l'entreprise, fait en sorte que justement on arrive à un sujet qui soit beaucoup plus inclusif et que les personnes soient, les parents et jeunes parents soient le plus inclus et épanouis possible. Si vous souhaitez évidemment plus d'infos sur ce qu'on vous propose, n'hésitez pas et puis à nous solliciter. Et puis sachez que bosser avec Moka, c'est en général vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, le replay va vous être envoyé dans la foulée. Le guide va vous être envoyé, le livre blanc va vous être envoyé. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, nous directement. Vous avez nos noms, on est joignable directement sur LinkedIn et on serait ravis de pouvoir vous accompagner. Merci à tous pour votre temps. Merci Camille, merci Sophie, merci beaucoup Judith. C'était un vrai plaisir. Et merci Arthur. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à tous une très bonne journée. Au revoir. Merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir.